Que se passerait-il si je vous disais que la naissance de votre enfant n'est ni le fruit du hasard, ni une simple coïncidence cosmique? Et si le mois exact de sa venue au monde avait été choisi par quelque chose de bien plus profond que la simple biologie? Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait changer à jamais la façon dont vous voyez votre enfant et vous-même. Il existe une sagesse silencieuse dans le temps, une force invisible qui imprègne les calendriers, les battements de cœur, les décisions inconscientes et même l'utérus. Le moment où une âme s'incarne dans ce monde n'est jamais fortuit. C'est un point d'intersection entre des histoires des douleurs et des guérisons. Le mois de naissance de votre enfant est le début d'un accord spirituel bien plus ancien que vous ne l'imaginez. Carl Jung pensait que rien de vraiment significatif ne se produit sans laisser de traces dans l'inconscient, et la naissance d'un enfant est sans aucun doute l'une de ses empreintes. Mais ce que peu de gens comprennent et ce que Jung a laissé entendre dans ses études sur les archétypes et la synchronicité, c'est que les enfants n'arrivent pas simplement comme une bénédiction ou une responsabilité. Ils arrivent comme des messagers, des miroirs, des activateurs de parties latentes en nous. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez que se passait-il dans votre vie à la naissance de votre enfant? Étiez-vous en paix, en crise, en transition? Peut-être essayez-vous de reconstruire quelque chose qui s'était effondré, ou peut-être niez-vous profondément des parties de vous-même que vous ne vouliez pas affronter. Eh bien, vous devez le savoir, l'âme de votre enfant le savait. Elle n'a pas choisi de venir au monde quand tout était calme. Elle est arrivée quand votre âme était prête, même si votre esprit lui disait le contraire. Et le mois qu'elle a choisi pour arriver à une vibration spécifique, une fréquence archétypale. C'est comme si l'âme de votre enfant utilisait le calendrier non pas comme un journal, mais comme un code. Janvier, par exemple, porte la force de la structure. Février, l'énergie de la rupture. Mars, l'appel à la guérison, et ainsi de suite. Chaque mois est un champ d'énergie, une porte spirituelle, et l'âme qui y naît dit en silence « Je suis venu vous montrer quelque chose que vous ne voulez pas encore voir. » Cela change tout. Car au lieu de demander pourquoi mon enfant est comme ça, la question la plus honnête est peut-être « Pourquoi a-t-il dû être comme ça pour me changer ?» Mais tout le monde n'est pas prêt à entendre cette réponse. C'est pourquoi l'arrivée d'un enfant n'est pas toujours enveloppée de lumière, mais souvent de chaos, de peur, de doute. De nombreux parents, peut-être même, vous ont dit à un moment donné « Ce n'était pas le bon moment, je n'étais pas prêt. » Mais étiez-vous vraiment celui qui n'était pas prêt? Ou était-ce votre personnalité qui tentait de résister à l'appel de votre âme? Les anciens le savaient. En astrologie védique, par exemple, le thème natal est lu comme un reflet karmique non seulement de l'enfant, mais de toute la famille. Dans le calendrier maya, la naissance est une mission énergétique. Dans le soufisme, l'arrivée d'un enfant est une danse entre des destins entrelacés avant même le premier souffle de vie. Même dans la psychologie des profondeurs de Jung, les enfants sont des portails. Ils accèdent à notre ombre, nous obligent à revoir nos croyances et nous brisent souvent non par malveillance, mais parce que l'âme a besoin de cette rupture pour réorganiser ce qui était en désordre depuis des années. Votre enfant n'est pas venu compléter votre vie comme dans les contes de fées. Il est venu défier votre ego, remettre en question vos certitudes, guérir ce que vous avez hérité sans jamais le questionner et mettre fin une fois pour toutes à des cycles qui se répètent parfois depuis des générations. Maintenant, comprenez-vous pourquoi cette révélation n'est pas toujours lumineuse. C'est pourquoi de nombreux parents ressentent de la culpabilité, de la frustration, de la peur, sans même savoir comment l'expliquer. Mais la vérité est que ces émotions ne proviennent pas uniquement de l'expérience de l'éducation d'un enfant. Elles naissent de la confrontation silencieuse entre votre âme et ce que votre enfant active. Car parfois, c'est précisément le comportement le plus difficile de votre enfant qui révèle la partie de vous qui a le plus besoin d'amour. Il ne vous irrite pas par accident. Il ne vous met pas au défi par hasard. Il ne vous fait pas taire et ne vous crie pas dessus sans raison. Tout a une racine, tout a un écho, tout a un karma. Et maintenant, nous arrivons au point le plus profond. Le karma n'est pas une punition. Le karma est une mémoire, c'est ce qui est resté en suspens dans des histoires passées. La vôtre, celle de vos ancêtres, celle de toute une lignée, et qui revient maintenant non comme une malédiction, mais comme une possibilité de libération. Il est possible que votre enfant soit arrivé pour mettre fin à une histoire d'abandon. Ou peut-être sa mission est-elle de mettre fin à une histoire de trahison, de peur, du rejet de silence féminin, de colère refoulée, de méfiance chronique ou de culpabilité héritée. Peut-être est-il là pour guérir ce que sa mère n'a jamais pu,
ou pour achever ce que votre père a commencé et n'a pas terminé. Sentez-vous le poids de cela, mais aussi la beauté. Parce que bien qu'inconsciemment l'âme de votre enfant vous a regardé de l'autre côté et vous a dit « Je te choisis ». Je sais que cela fera mal, mais je sais aussi que tu peux y arriver. J'ai confiance que tu m'aideras pendant que je t'aiderai à te libérer. C'est bien plus que de la maternité ou de la paternité, c'est un pacte d'âme. Et c'est peut-être pour cela que tant de mères disent « Après la naissance de mon enfant, je n'ai plus jamais été la même », car elle ne l'était vraiment plus. La naissance d'un enfant est avant tout la renaissance de la personne qui l'a engendré. Et tout commence par un détail que presque personne ne remarque, le mois exact, ce morceau de temps qui porte des codes, des messages, des vibrations et des archétypes. C'est pourquoi dans les prochaines parties de cette vidéo, nous allons plonger dans chaque mois de janvier à décembre. Vous comprendrez ce que signifie naître dans chacun d'eux et plus important encore, ce que l'âme de votre enfant essaye de vous enseigner depuis le moment où il a respiré pour la première fois. Mais avant de continuer, je vous invite à regarder la date de naissance de votre enfant, non pas comme un numéro, mais comme un appel. Fermez les yeux un instant et demandez ce que vous aviez exactement besoin d'apprendre à ce moment-là. La réponse, et c'est peut-être en vous depuis des années, attendant seulement le courage d'être entendu. Et c'est précisément cette réponse qui commence à émerger dans la partie suivante. Êtes-vous prêt à écouter ce que l'âme de votre enfant a essayé de vous dire en silence depuis le jour de son arrivée? Alors respirez profondément, car le voyage commence maintenant. Janvier, le mois de la structure, janvier, le mois où l'âme de votre enfant a décidé de naître, le mois qui pour le monde marque un simple début de nouvelle année, mais pour vous, il marque le début d'un nouveau temps intérieur, même si vous ne l'avez pas encore réalisé. Les enfants nés en janvier possèdent quelque chose d'exceptionnel, l'énergie sereine de la structure. Ce n'est pas une structure construite sur la rigidité ou le contrôle, c'est une structure spirituelle, une ancre, une présence qui arrive lorsque tout autour est fragile, incertain ou désorganisé. Combien de fois avez-vous regardé votre enfant et vous êtes-vous demandé « Pourquoi est-il si ferme, si sérieux, si exigeant ?» Ou au contraire, « Pourquoi me fait-il me sentir si responsable, comme si je devais obéir simplement en étant près de lui ?» Eh bien, sachez que ce n'est pas une coïncidence. Les enfants de janvier, sous l'archétype du Capricorne et du début du Verseau, ont une mission énergétique claire, mettre de l'ordre là où il y a du désordre. Et si vous vous souvenez bien peut-être qu'au moment de sa naissance, votre vie était ainsi pleine de décisions reportées, de relations déséquilibrées, d'un manque de direction ou d'un silence intérieur qui avait duré trop longtemps. Peut-être vous disiez-vous, je m'organiserai plus tard. Quand tout ira mieux, je changerai. Mais la naissance a eu lieu et à ses côtés, quelque chose d'invisible s'est installé, une pression pour recommencer, un besoin de prendre des décisions sérieuses, comme si la présence de ce petit être même sans savoir parler disait avec ses yeux « il est temps de grandir ». C'est ça le karma, non pas comme une dette, mais comme une direction. L'âme de votre enfant a choisi de venir à ce moment précis pour vous forcer à construire ce que vous aviez reporté. Et aussi difficile que cela ait pu être, il était peut-être le seul capable de vous sortir du limbe émotionnel dans lequel vous vous trouviez. Prenons un exemple. Sophie, 42 ans, a déclaré être tombée enceinte de manière inattendue en pleine séparation. Janvier est arrivé et avec lui la naissance du fils qu'elle pensait ne pas pouvoir concevoir. Elle a raconté « J'étais émotionnellement dévastée. J'avais perdu mon mariage, j'étais au chômage et j'avais une colère profonde contre moi-même. Mais avec la naissance de ce bébé, quelque chose d'étrange s'est produit. Sophie a commencé à créer des routines, à se coucher tôt, à cuisiner en silence, à organiser des comptes, et sans s'en rendre compte, elle faisait le ménage de sa maison intérieure. Aujourd'hui, elle dit que son fils a un regard sérieux et mature, qui la fait souvent se sentir jugée, mais elle reconnaît aussi « S'il était venu à un autre moment, je n'aurais peut-être rien changé. » C'est sa présence qui m'a finalement aidé à reprendre le chemin. C'est ce que font les enfants de janvier, ils poussent non pas avec des mots, mais avec leur présence. Ils définissent votre zone de confort. Ils vous regardent comme s'ils savaient que vous pouvez faire plus, et parfois ce regard pèse lourd, surtout si vous essayez encore de trouver votre propre place dans le monde. Mais cette pression n'est pas un jugement, c'est un contrat. Son âme a passé un accord avec la vôtre pour qu'il arrive quand il serait nécessaire de structurer ce qui est à l'intérieur. Et vous avez accepté, même si vous ne vous en souvenez pas maintenant. Février, le mois de la rupture.
Passons à février, le mois de la rupture. Les enfants nés en février, toujours sous l'influence du Verseau et du début des Poissons, sont des briseurs de schémas. Ce sont des âmes qui viennent défier tout ce que vous pensiez savoir. Ils arrivent comme un vent soudain. Vous essayez de les faire rentrer dans vos moules, mais ils vous échappent. Vous essayez de prédire leurs pas, mais ils changent de direction. Ils ne sont pas là pour plaire, ils sont là pour libérer. Mais vous libérez de quoi? Des schémas que vous répétez sans vous en rendre compte, des croyances que vous avez héritées sans les remettre en question, des peurs qui ont été transmises comme un héritage émotionnel. Peut-être que votre enfant de février vous laisse épuisé. Peut-être a-t-il une sensibilité imprévisible. Ou peut-être vous provoque-t-il sans le vouloir avec ses questions, ses attitudes, ses silences. Ces enfants sont souvent considérés comme compliqués, mais au fond, ils ne font que ce pourquoi ils ont été appelés, toucher là où ça fait mal, bouger là où vous étiez anesthésié, secouer l'endroit où vous vous êtes installé. Vous souvenez-vous de ces moments où vous pensiez lui apprendre quelque chose, mais au final, c'est lui qui vous montrait à quel point vous aviez encore en vous votre propre enfance. Vous souvenez-vous de ces fois où il vous a mis en colère coupable, impuissant, et que vous n'avez pas compris pourquoi tant d'émotions surgissaient pour si peu? C'est un reflet. Son âme est en train de fouiller dans ce que vous avez ravalé pendant des décennies, et vous avez deux options: réagir comme vos parents ont réagi ou briser le cycle. Les enfants de février sont des perturbateurs, non pas dans un sens destructeur, mais comme des libérateurs. Ils apportent une énergie à la fois chaotique et profonde, un mélange d'air et d'eau, de rébellion et d'empathie, de provocation et de tendresse, et parfois ils vous brisent. Mais ce qui reste de cette rupture est précisément l'espace dont vous aviez besoin pour devenir une nouvelle personne. Imaginez une femme de 56 ans, Camille, qui a toujours vécu pour les autres. Fille d'une génération qui a appris à se taire. Elle a eu son deuxième enfant en février et il a toujours été difficile, questionneur, trop sensible, impatient. Mais c'est avec lui que Camille a appris à dire non, à poser des limites, à retrouver son identité. Il m'a fatigué, a-t-elle dit, mais en même temps, il m'a réveillé. C'était comme s'il criait la douleur que j'avais cachée toute ma vie. Et c'est ça, les enfants de février crient ce que leurs parents murmurent, et ils le font pour que vous finissiez par entendre. Mars, le mois de la guérison. Maintenant, pensons à Mars. Mars était la transition. C'est la fin de l'hiver et le début du printemps. C'est un mois liminal où l'âme porte encore le froid, mais ressent déjà l'appel de la fleur. Les enfants nés en mars sont des guérisseurs, mais pas avec de belles paroles. Ils guérissent en apportant la guérison aux autres. Autrement dit, ils vous font ressentir ce que vous avez besoin de ressentir. Ils vous émeuvent, vous déstabilisent, vous révèlent. Ce sont des âmes sensibles, empathiques et souvent imprévisibles. Vous les croyez fragiles, mais ils sont forts. Ils semblent faibles, mais ils portent en eux une lucidité émotionnelle impressionnante. Le problème, ils activent vos blessures non résolues. Et lorsque cela se produit, nous avons tendance à projeter sur eux ce que nous n'avons pas encore réussi à guérir en nous. Les enfants de Mars ont tendance à faire remonter à la surface tout ce qui a été refoulé. La douleur que vous n'avez pas vécue, la douleur que vous avez ignorée, la tristesse que vous avez rationalisée, ils viennent comme une sorte d'invitation subtile. Vous pouvez accepter cette invitation et plonger dans la connaissance de soi, ou vous pouvez les rejeter et essayer de les mouler, de les tailler, de les corriger. Mais aucun de ces chemins ne vous laissera indemne, car leur mission n'est pas de plaire, c'est de réveiller. Peut-être que votre enfant de Mars pleure plus, vous câline plus. Il vous serre dans ses bras d'une manière étrange, comme s'il disait « Je ressens ce que tu ne peux pas ressentir pour toi-même ». Et à ce moment-là, quelque chose s'ouvre, une fissure, un espace intime où la possibilité de guérison mutuelle émerge. Avril, le mois du feu. Enfin, avril. Les enfants d'avril sont du feu. Ils ouvrent le coffre du monde. Ils portent en eux l'énergie de la nouvelle vie, de l'élan du courage émotionnel. Ce sont des enfants qui réchauffent mais qui brûlent aussi. Ce sont des enfants qui, même petits, vous regardent avec une intensité presque déconcertante. Ils semblent savoir quand vous vous mentez à vous-même. On dirait qu'ils peuvent sentir quand vous vous enfermez en vous-même. Si votre enfant est né en avril, il est possible qu'il soit arrivé à un moment où vous ne saviez plus comment vous ouvrir. Peut-être après une trahison, une frustration, une perte qui a endurci votre cœur. Et c'est là qu'il est arrivé comme une étincelle, comme un soleil inattendu après des jours gris, comme un regard qui vous redonne vie. Mais attention, les enfants d'avril n'acceptent pas les demi-vérités. Ils veulent tout.
et c'est pourquoi ils sont souvent intenses. Je vous en donne pour preuve. Ils vous confrontent. Ils vous défient de ressentir ce que vous avez promis de ne plus jamais ressentir. Ils viennent briser la glace du cœur. Et peut-être que si vous vous souvenez bien dès leur naissance, quelque chose en vous a commencé à fondre, même sans que vous vous en rendiez compte. Janvier, février, mars et avril. 4 portails d'arrivée, 4 appels distincts, 4 enfants avec des karmas différents, mais tout aussi sacrés. Maintenant, regardez le mois de naissance de votre enfant et écoutez à nouveau cette question: pourquoi a-t-il dû venir exactement à ce moment-là? Et si dans ce processus de regard plus profond sur ce que votre enfant est venu vous enseigner, vous avez ressenti un appel intérieur à approfondir encore plus cette connaissance de soi, alors c'est peut-être le moment de le connaître. Mais le mois de la présence, mais le mois où tout commence à mûrir. Les feuilles ont déjà trouvé leur place sur les branches. Les matins deviennent moins imprévisibles. La terre commence à rendre ce qu'elle a reçu silencieusement pendant les mois précédents. Et c'est dans cet intervalle entre l'élan du printemps et la préparation à la chaleur de l'été que certaines âmes choisissent de s'incarner. Les enfants nés en mai n'arrivent pas avec une explosion, ils ne crient pas leur présence, ils n'explosent pas d'émotion, ils sont simplement. Mais ne vous y trompez pas. Leur silence a un poids spécifique, un type de sagesse ancestrale qui ne peut pas s'expliquer avec des mots, mais qui se reconnaît avec le temps. Si vous êtes parent d'un enfant né en mai, vous avez peut-être remarqué quelque chose de curieux. Ces enfants ne semblent pas s'inscrire dans l'un ou l'autre des deux extrêmes. Ils ne sont ni trop intenses ni trop froids. Ils ne sont pas impatients, mais ils ne sont pas non plus complaisants. Ils sont présents. Et la présence de nos jours est presque un miracle. Nous sommes tellement habitués à l'excès, au bruit, à la hête, aux stimuli, que lorsque quelqu'un est simplement avec nous en silence, nous regardant dans les yeux, écoutant sans juger, cela nous déconcerte. Les enfants de mai ont ce pouvoir. Ils ne vous confrontent pas avec des cris, mais avec des pauses. Ils ne vous obligent pas à changer, mais ils vous font réaliser que le monde intérieur peut être un endroit habitable, même les jours les plus gris. Cela vous semble-t-il exagéré? Alors pensez aux fois où votre enfant n'a rien dit, mais où vous avez tout ressenti. Vous souvenez-vous de cette nuit où vous êtes rentré à la maison accablé, vous demandant comment vous alliez tout gérer, et il s'est simplement assis à vos côtés sans rien demander. Il est simplement resté et soudain quelque chose en vous s'est calmé, comme si son âme murmurait « Tu n'as pas besoin de te justifier. Je suis là. » C'est ça le karma de la présence. Ces enfants sont nés pour vous apprendre à respirer, à marcher avec plus de soin, à revenir à l'instant présent. Mais attention, les enfants de mai portent aussi un type de défi invisible. Comme ils ne sont pas bruyants, ils sont souvent ignorés. Comme ils ne demandent pas d'attention, ils sont oubliés. Et à mesure qu'ils grandissent, ils se surchargent. Combien d'enfants nés en mai connaissez-vous qui ont été considérés comme trop indépendants ou qui ont assumé des responsabilités trop tôt parce que leurs parents étaient trop distraits? Et maintenant vient la question qui peut vous déconcerter. Se pourrait-il que sans vous en rendre compte, vous ayez cessé de voir votre enfant précisément parce qu'il vous respecte trop pour vous interrompre? Laissons cela résonner un instant, et si vous voulez partager cette réponse, les commentaires sont ouverts. Peut-être que quelqu'un a besoin de lire votre histoire pour comprendre la sienne. Juin, le mois de la dualité. Continuons. Juin, le mois de la dualité, le mois où la lumière commence à changer. Les jours les plus longs annoncent le maximum de luminosité, mais en même temps commence une sorte d'anticipation de l'ombre à venir. Les enfants nés en juin rendent visible cette contradiction. Ce sont des miroirs, des reflets, des échos. Et la chose la plus effrayante à propos d'un miroir est quand il vous montre ce que vous n'avez jamais voulu voir. Les enfants nés en juin ont la vibration des Gémeaux et du Cancer. En d'autres termes, ils ont un esprit vif et un cœur profond. La rationalité et l'émotion s'entremêlent constamment. Ils changent d'avis, changent d'humeur, changent d'énergie, et avec cela, ils vous obligent à changer aussi. Ils sont comme ce livre que vous relisez à différentes étapes de votre vie et que vous trouvez toujours quelque chose de nouveau. Mais contrairement au livre, les enfants de juin ne vous donnent pas de réponse. Ils vous posent des questions en retour. Pourquoi vous taisez-vous quand vous êtes blessé? Pourquoi avez-vous besoin que quelqu'un d'autre vous comprenne avant de vous permettre de ressentir? Pourquoi avez-vous si peur d'être vulnérable, même avec ceux que vous aimez le plus? Les enfants de juin sont maîtres de l'ambiguïté, et c'est pourquoi ils sont souvent confondus avec l'instabilité. Mais ils ne sont pas instables,
Ils ressentent simplement dans plusieurs directions à la fois et sans s'en rendre compte, ils vous invitent à faire de même. Et voici un avertissement. Ces enfants ont également tendance à réveiller des projections très fortes. Vous pouvez les aimer intensément à un moment donné, et la minute suivante, vous ne comprenez pas comment quelque chose d'aussi petit vous a complètement désorganisé. Mais la vérité est qu'ils ne font que révéler ce qui était déjà en vous. Il est possible que votre enfant de juin vous pose des questions inconfortables. Ou peut-être a-t-il une façon étrange de montrer son affection. Il peut jouer intensément et puis soudainement s'éteindre. Qui parle beaucoup et puis passe des jours en silence et cela vous déstabilise. Mais pourquoi? Peut-être parce qu'il accède à des parties de votre propre enfance que vous avez laissées au sous-sol de votre mémoire. Peut-être parce que vous n'avez jamais appris à nommer vos sentiments et maintenant il vous oblige à le faire. Peut-être parce que vous vous êtes habitué aux gens prévisibles et qu'il vous rappelle qu'aimer, c'est aussi accepter le mystère. Un cas l'illustre parfaitement. Marc, 60 ans, père d'une fille née en juin, a déclaré qu'il avait toujours eu du mal à gérer les sautes d'humeur de sa fille. Elle me laisse perplexe. Un jour, elle me serre dans ses bras comme si j'étais son monde. Le jour suivant, c'est comme si elle voulait prendre ses distances. J'ai parfois l'impression d'échouer en tant que père. Mais quand il s'est arrêté pour regarder attentivement, il a réalisé quelque chose de brutal. La vérité, c'est qu'elle est comme moi, sauf que j'ai passé ma vie à essayer de le cacher. Les enfants de juin ont cette capacité déconcertante de nous renvoyer au miroir. Et le plus difficile, c'est ce qu'ils le font sans intention. Ils n'ont pas d'ordre du jour caché, ils ne manipulent pas, ils sont simplement. Et cela nous oblige à nous regarder plus honnêtement à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pourquoi de nombreux parents disent qu'avec les enfants de juin, ils ressentent un type d'épuisement différent. Ce n'est pas une fatigue physique, c'est une fatigue émotionnelle de se voir constamment dans l'autre, d'être mis au défi dans sa propre identité. Et voici une autre question pour vous faire réfléchir, peut-être la plus difficile de cette vidéo jusqu'à présent. Aimez-vous votre enfant tel qu'il est ou tel que vous aimeriez qu'il soit? Si vous le souhaitez, partagez votre réponse dans les commentaires, non pas comme une confession, mais comme un acte de courage. Car parfois notre douleur, lorsqu'elle est dite avec sincérité, devient un phare pour ceux qui sont encore dans l'obscurité. Juillet, le mois des eaux profondes. Mai et juin, 2 mois, 2 âmes complètement différentes. L'une vous apprend à être l'autre, vous apprend à vous voir vous-même. Et d'une manière mystérieuse, les deux vous posent la même question. Présence, conscience, lâcher prise. La vérité est qu'aucun enfant n'est destiné à être facile. Ils sont venus être des miroirs, des clés, des chemins, et parfois la clé la plus difficile à tourner est celle qui ouvre la porte de notre être intérieur. Juillet, mois des eaux profondes, un mois qui porte en silence les échos de l'enfance, des pertes sans nom, des souvenirs qui font encore mal même après tant d'années. Et c'est en ce mois souvent associé à la chaleur extérieure que naissent des enfants, avec un type de sensibilité très spécifique, celle qui active ce que vous avez passé votre vie à essayer d'oublier. Les enfants de juillet arrivent comme une étreinte et un déclencheur à la fois. Ils réveillent en vous quelque chose que personne d'autre ne peut toucher. Peu importe qu'ils soient calmes ou intenses, expansifs ou introspectifs. L'effet est le même. Ils vous font ressentir un amour si immense qu'il en est effrayant, mais ils vous font aussi revivre des douleurs si anciennes que vous ne vous souveniez même pas qu'elles existaient. Outre le karma de la présence, le défi de la dualité, la promesse de la guérison. Ces 4 mois et ceux qui restent à découvrir sont comme des portes d'entrée vers une compréhension plus profonde, non pas de votre enfant, mais de vous-même. Chaque mois est un fil dans le grand tapis de votre histoire familiale et personnelle. La question n'est plus « qui est mon enfant ?», mais « qui suis-je devenu à cause de mon enfant ?» Si ce voyage vous a touché et que vous souhaitez explorer davantage ces concepts et le lien entre la psychologie et la spiritualité au quotidien, je vous invite à découvrir le méthode lutte de Jung. C'est un guide pratique pour la paix intérieure et la clarté mentale basé sur les principes que nous avons abordés ici. Vous pouvez le retrouver facilement. Maintenant, prenez un moment pour regarder à nouveau la date de naissance de votre enfant. Sentez-vous le poids, mais aussi la beauté de cette révélation? C'est le début d'un chemin qui ne se termine jamais, mais qui vous transformera à jamais. Nous nous retrouvons dans le prochain chapitre pour continuer ce voyage dans la danse mystérieuse des mois et des âmes. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre voyage intérieur ne fait que commencer. Carl Jung disait que les enfants nous connectent à notre ombre, à ce que nous ne voulons pas voir en nous-mêmes.
Mais les enfants de juillet le font avec un détail supplémentaire, ils activent l'enfant blessé que vous étiez. La partie de vous qui a dû être trop forte, trop tôt. La partie qui n'a pas été protégée, écoutée, accueillie comme elle en avait besoin. C'est pourquoi, face à ces enfants, de nombreux parents deviennent extrêmement protecteurs. Ce n'est pas seulement de la jalousie, c'est presque un instinct, comme si votre inconscient disait « Personne ne fera de mal à cet enfant, comme on a fait du mal à l'enfant que j'étais. » Mais cette surprotection n'est pas toujours saine, car parfois, dans le zèle de protéger, vous étouffez, et par peur de répéter le passé, vous en créez un nouveau, avec de nouvelles distorsions, de nouvelles exigences, de nouvelles blessures. Vous voulez un exemple? Léa, 38 ans, mère d'un garçon né en juillet, a déclaré que son fils était sa vie affectueux doux, mais aussi très sensible, anxieux, dépendant. Elle a dit « Je ne sais pas s'il est comme ça parce qu'il a besoin de moi ou si c'est moi qui ai besoin de lui. » Cette phrase a continué à résonner, parce que de nombreux parents d'enfants de juillet tombent dans ce piège. Ils confondent l'amour profond avec le besoin de combler ce qui est vide et projettent sur leur enfant la mission de réparer ce que leurs propres parents n'ont pas pu leur offrir. Le problème est que cela crée un lien invisible, mais lourd, un courant émotionnel qui, avec le temps, commence à les étouffer tous les deux. L'enfant commence à sentir qu'il ne peut pas faire d'erreur, qu'il ne peut pas bouger, qu'il doit toujours être là, émotionnellement disponible, présent, et l'adulte commence à se sentir coupable de tout geste d'autonomie que l'enfant montre. Ce cycle se répète dans tant de familles que c'en est effrayant, et les statistiques le montrent. Selon des études récentes en psychologie du développement, les enfants qui grandissent sous le poids de l'amour anxieux ont 4 fois plus de chances de développer des comportements d'autodépréciation émotionnelle à l'adolescence. Ils grandissent avec la peur de décevoir, la peur d'être eux-mêmes, la peur d'exister en dehors du champ émotionnel des parents. Et voici la dure vérité à accepter, ce que vous appelez amour n'est pas toujours de l'amour, c'est parfois de l'attachement déguisé en affection, de la peur déguisée en préoccupation. Et les enfants de juillet le sentent. Ils ressentent tout même s'ils ne savent pas comment le nommer. Ils portent une sorte de capteur émotionnel ultra sensible. Ils détectent ce qui est dans l'air même sans mots. Ils perçoivent vos tensions, vos douleurs, vos mensonges intérieurs. C'est pourquoi ils tombent souvent malades émotionnellement, non par faiblesse, mais à cause d'une absorption excessive. Ce sont le genre d'enfants qui demandent « Tu es triste, maman », même quand vous souriez. Ou qui, sans raison, vous serrent dans leurs bras un jour où vous pensiez avoir bien caché votre frustration. Les enfants de juillet viennent pour sauver la vulnérabilité, mais avant cela, ils viennent pour exposer son manque et cela fait parfois mal. Ou le mois de la confrontation. Passons maintenant à août, le mois solaire, le mois où naissent les enfants qui définissent le plus la structure du foyer. Ils ne viennent pas pour compléter, ils viennent pour briser. Les enfants d'août ont une présence imposante. Vous entrez dans une pièce et vous savez qu'ils sont là, pas nécessairement parce qu'ils parlent fort, mais parce qu'ils ont une énergie qui prend de la place et avec cela, vous vous sentez défié dans votre patience, dans votre autorité, dans votre amour-propre. Ces enfants ont une mission claire, vous faire sortir du mode automatique. Ils n'acceptent pas un oui sans explication. Ils n'obéissent pas par peur, ils ne s'intègrent pas dans des règles qui n'ont pas de sens. Et c'est peut-être pour cela que vous avez souvent pensé « je ne sais plus comment gérer avec lui ». Tout devient une confrontation, mais la vérité est qu'il vous invite, même sans le savoir, à retrouver quelque chose que vous avez perdu au cours de votre vie, votre authenticité. Réfléchissez avec moi combien de fois avez-vous gardé le silence pour préserver la paix? Combien de fois avez-vous ravalé votre vérité pour éviter les conflits? Combien de fois vous êtes-vous moulé pour être accepté? Et maintenant, votre enfant vous oblige à prendre position. C'est agaçant, oui, mais c'est aussi libérateur, car ce qu'il fait, c'est vous forcer à cesser de vivre en mode survie et à commencer à vivre en mode présence. Ces enfants ne sont pas venus pour être obéissants, ils sont venus pour être entiers, et avec cela, ils vous obligent à tout repenser, votre éducation, vos limites, vos croyances, votre histoire. Ils sont difficiles, oui, mais ils sont difficiles parce qu'ils sont grands. Grande âme, grande de mission. Et cette grandeur, si elle n'est pas comprise, se transforme en étiquette. Il est rebelle. Elle est autoritaire. Il a un problème avec l'autorité. Mais et si le problème n'était pas chez l'enfant, mais dans la structure qui essaie de le tailler, pensez-y. Et si vous voulez partager une situation où votre enfant doute vous a vraiment mis à bout,
mais vous a ensuite fait réfléchir profondément, racontez-nous-la dans les commentaires, vous réaliserez que vous n'êtes pas seul. Septembre, le mois de l'intention. Continuons avec septembre, un mois discret. Une transition subtile, un quasi-silence avant le bruit de la fin d'année. Et c'est exactement l'énergie des enfants nés en septembre. Ils ne crient pas, ils regardent, ils ne s'imposent pas, mais ils vous réorganisent de l'intérieur. Ce sont des enfants avec une sorte de présence légère et en même temps profondément déstabilisatrice, car ils vous mettent face à face avec ce que vous avez reporté. Connaissez-vous ce projet que vous avez toujours voulu démarrer, mais que vous n'avez jamais eu le courage de faire? Connaissez-vous cette partie de votre vie qui est désorganisée, mais que vous faites semblant de ne pas voir? Connaissez-vous ce sentiment de vivre juste pour vivre? Les enfants de septembre vous montrent tout cela d'un regard, d'une question, d'un silence. Ils sont des catalyseurs de but, mais ils le font sans discours de motivation. Ils le font par la présence, par la cohérence, par la répétition. Vous dites « je le ferai plus tard » et ils vous regardent comme pour dire « alors pourquoi n'avez-vous pas encore commencé ?» Les enfants de septembre perturbent la médiocrité, pas celle des autres la vôtre. Et ce malaise peut se transformer en douleur si vous ne comprenez pas que c'est un cadeau, car c'est de ce malaise que naît le mouvement. Ces enfants ont aussi un sens impressionnant des responsabilités. Ils sont soucieux du détail perfectionniste observateur, mais derrière cela se cache souvent une peur subtile de faire des erreurs, de décevoir, de ne pas être à la hauteur. Et voici un point crucial. Si vous êtes trop exigeant envers vous-même, vous le serez probablement aussi envers eux sans vous en rendre compte. Par conséquent, les enfants de septembre vous obligent à repenser la façon dont vous faites face aux échecs, aux erreurs, aux imperfections. Ils enseignent à honorer le processus, à ralentir, à écouter ce qu'il y a derrière ce qui est dit. Et plus que cela, ils vous montrent que le but n'est pas dans ce que vous accomplissez, mais dans la façon dont vous vivez votre vie au quotidien. Octobre, le mois de la réconciliation. Nous terminons avec octobre. Octobre est le mois de l'équinoxe des émotions. C'est le moment où l'année commence à lâcher ce qui ne nous sert plus. Les feuilles tombent, les lumières changent, les ombres grandissent. Et les enfants qui naissent dans ce mois portent, sans le savoir, une force ancestrale de réconciliation. Ce sont des âmes qui viennent t'aider à recoudre ce qui a été brisé, à donner un sens à ce qui est resté en suspens, à guérir des histoires qui n'ont pas été racontées. Beaucoup de ces enfants naissent après de grandes ruptures. Un deuil, un divorce, une perte émotionnelle, et ainsi ils arrivent comme des ponts, entre ce qui a été et ce qui peut être entre le passé non résolu et le futur encore en construction. Ces enfants portent souvent une mélancolie inexplicable, une sorte de nostalgie pour quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu, comme s'ils se souvenaient quelque part dans leur âme de la douleur de leurs grands-parents ou de la solitude que vos parents faisaient semblant de ne pas ressentir. Ce sont de vieilles âmes et pour cette raison, elles nécessitent plus d'écoute, plus de temps, plus de présence. Mais attention, les enfants d'octobre peuvent aussi vous emmener dans des endroits sombres, car en mettant en lumière les histoires non résolues de la famille, ils réactivent des traumatismes silencieux. Et si vous n'êtes pas prêt à regarder cela, vous pouvez finir par blâmer l'enfant pour une douleur qui vous appartient. C'est pourquoi, aux côtés de ces enfants, l'invitation est une seule, regardez en arrière avec courage, mais sans vous accrocher à la douleur. Car ils ne sont pas venus pour vous emprisonner dans le passé, ils sont venus pour vous en libérer. Novembre, les mois de l'invisible novembre, le mois où le voile entre les mondes semble plus fin. Le mois où, en silence, de nombreuses cultures à travers la planète célèbrent les morts, les ancêtres des invisibles. Et c'est exactement dans ce champ d'énergie subtile et liminal que certaines âmes choisissent d'arriver sur Terre. Les enfants de novembre ne sont pas comme les autres. Dès leur plus jeune âge, il y a quelque chose en eux qui ne peut pas s'expliquer. Un regard trop profond pour un si petit enfant. Un silence qui porte une densité, une sagesse qui semble ne pas avoir été apprise mais rappelée. Ce sont des enfants qui effreinent les parents les plus rationnels des enfants, qui déconcertent les adultes habitués à la logique. Ils parlent peu, mais ressentent tout. Ils sentent ce qui va se passer. Ils font des rêves vifs, ils parlent à eux-mêmes ou à ce que vous croyez ne pas être là. Et non, ce n'est pas de l'imagination. Les enfants de novembre accèdent à des couches de réalité que la plupart d'entre nous avons oublié comment toucher. Ils viennent avec le code du pont. Ils sont des messagers entre les mondes, ils contiennent la capacité de se déplacer entre le visible et l'invisible, et de nous rappeler par des gestes subtils qu'il y a bien plus que ce que nous pouvons voir.
C'est pourquoi, dans de nombreux cas, ces enfants naissent dans des moments de perte peu après la mort d'un être cher ou au milieu de la douleur émotionnelle, ou dans des phases de la vie où le sang semble s'être dissous, et puis ils arrivent comme pour dire « ce n'est pas fini, quelque chose d'autre commence ». Ils réenchantent l'existence non pas avec des mots, mais avec leur présence. De nombreux parents rapportent « mon fils est né après le décès de mon père et parfois j'ai l'impression qu'il se parle sans que je le sache. Ma fille parle de choses que je ne lui ai jamais apprises. Elle a décrit la maison de ma grand-mère qui est morte avant sa naissance, avec des détails dont je ne me souvenais même pas. Coïncidence. La psychologie moderne essaie encore de donner un nom à ce genre de phénomène, mais l'âme reconnaît, l'âme sait. Et c'est pourquoi ces enfants ont souvent des difficultés à l'école dans la vie sociale avec l'excès de stimuli, car le monde moderne n'est pas fait pour les sensibles. Il n'accueille pas ceux qui ressentent trop, ceux qui se connectent à ce qui ne peut pas être mesuré. Les enfants de novembre grandissent en se sentant différents, et le rôle des parents est de protéger cette différence, de ne pas l'étouffer. Honorez ce mystère, ne le ridiculisez pas. Donnez-leur de l'espace pour exprimer ce qui ne rentre pas dans les étiquettes, et pendant que vous le faites, quelque chose de magique se produit. Vous aussi, vous commencez à vous reconnecter avec votre propre sensibilité perdue. Connaissez-vous ce sixième sens que vous aviez quand vous étiez enfant, mais que vous avez perdu par la suite? Cette intuition que vous avez appelée pressentiment, cette sensation que quelque chose de plus grand guidait vos pas, eh bien, votre enfant est venu pour vous le rappeler, et quand vous écoutez enfin cet appel, même si vous avez peur, même si vous ne savez pas comment quelque chose en vous commence à renaître. Décembre, le mois de l'achèvement. Nous arrivons donc à décembre, le mois qui porte le poids et la légèreté de la fin. Le mois qui clôt un cycle, mais ouvre aussi un autre chemin invisible, prometteur sacré. Les enfants de décembre sont différents, profondément différents. Il y a en eux une quiétude ancestrale, un regard qui semble traverser les couches du temps, une manière d'exister qui mélange l'enfance et l'éternité. Ils naissent le mois de ceux qui sont venus clore des histoires. Pas seulement vivre, mais achever. Pas seulement continuer, mais transcender. Ce sont eux qui mettent fin au karma. Ils ferment les répétitions, guérissent les souvenirs, qui ne sont pas seulement les leurs, mais de toute la lignée. Et le plus impressionnant, c'est qu'ils le font souvent de manière imperceptible, par une manière d'être qui réorganise tout autour d'eux. Ces enfants naissent quand vous êtes déjà fatigué, ou quand vous avez baissé les bras, ou quand vous pensiez qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Ils sont l'étincelle finale qui ravive le sens, la lumière. Après le tunnel, la fermeture qui est aussi un commencement. Mais attention, les enfants de décembre peuvent transmettre une tristesse silencieuse comme s'ils savaient depuis leur plus jeune âge le poids de la mission qu'ils acceptaient. Ils réalisent trop. Ils comprennent d'avance, ils souffrent en silence, et pour cette raison, ils ont besoin d'un amour profond mais léger, d'un espace sûr, où ils peuvent être simplement des enfants, car ils étaient des guérisseurs avant d'être des héritiers. Il y a quelque chose de curieux que de nombreux parents rapportent. Mon fils de décembre semble porter le poids du monde, mais en même temps, il a une joie qui renouvelle tout autour de lui. C'est la dualité de ses âmes. Elles ressentent la fin, mais annoncent aussi la promesse. C'était comme s'ils venaient de dire « Tu n'as plus à porter ça, je suis là ». Et le plus difficile pour les parents est de comprendre que cette mission ne doit pas être solitaire, que cet enfant n'est pas venu tout réparer tout seul. Il est venu vous rappeler que vous aussi vous pouvez et devez participer à la clôture de cette histoire. Conclusion. Et ici, à ce point de la vidéo, quelque chose devient clair. Chaque enfant, avec sa date, son âme, son karma, son mystère, est venu réveiller quelque chose en vous. Quelque chose qui était déjà là, peut-être latent, peut-être blessé, peut-être oublié. Janvier vous a appelé à la structure février, à la rupture mars, à la guérison avril, à l'inauguration, mai à la présence, juin au miroir juillet, à l'accueil août, à la confrontation, septembre à la simplicité, octobre à la réconciliation, novembre à l'invisible, décembre à l'achèvement. Et maintenant, la question inévitable, qu'allez-vous faire de tout cela? Parce que cette vidéo n'a pas été faite pour être seulement vue, elle a été faite pour être vécue, pour être ressentie, pour se refléter comme un miroir silencieux devant votre histoire. Alors regardez à nouveau le mois de naissance de votre enfant, mais maintenant avec d'autres yeux, les yeux de l'âme. Quelle partie de vous essaie-t-il de guérir? Quel chapitre de votre vie est-il venu réécrire? Quel schéma tente-t-il de briser même inconsciemment? Répondez sincèrement.
Si vous le souhaitez, écrivez-le dans les commentaires, non pas pour moi, mais pour vous. Parce que lorsque nous mettons des mots sur ce qui n'était qu'émotion, quelque chose commence à s'organiser à l'intérieur de nous. Et si vous sentez le besoin d'aller plus loin, que vous voulez appliquer cette connaissance concrètement dans votre vie, avec des étapes claires, simples et profondes, alors préparez-vous. Dans la prochaine étape de ce voyage, nous allons tracer un chemin stratégique, un plan intime, réel et possible pour transformer tout ce qui a été appris en action. Parce que savoir ne suffit pas. Il faut vivre, il faut appliquer. Il faut laisser l'amour se transformer en pratique. Le moment est venu et la clé est déjà entre vos mains. Plan d'action, 10 étapes pour la transformation. Donc vous êtes arrivé jusqu'ici. Vous avez respiré profondément, ressenti le poids de chaque mois. Vous avez vu en votre enfant non seulement un enfant, mais un miroir, une mission, un lien entre les âmes. Peut-être avez-vous pleuré ou simplement été silencieux face à tout ce qui a été révélé. Peut-être avez-vous regardé en arrière, revécu des souvenirs, reconnu des schémas qui étaient latents depuis des années. Et maintenant, avec tout cela qui palpite en vous, la question inévitable demeure. Qu'est-ce que je fais de tout cela? Parce que reconnaître n'est que le premier pas. Ressentir est le deuxième, mais vivre d'une manière nouvelle, consciente et transformatrice, cela demande une décision. Par conséquent, ce que vous trouverez ici n'est pas un discours, c'est une invitation, un chemin, un plan stratégique de reconnexion, simple, profond, réel et spirituel, concret, mais aimant. Un plan qui commence par l'âme, mais se manifeste dans la pratique. Étape 1. Honorez l'arrivée. Prenez un moment dans votre journée de préférence en silence. Prenez une feuille de papier et écrivez tout ce que vous avez vécu pendant le mois de naissance de votre enfant. Pas seulement ce qui se passait à l'extérieur, le travail, la routine, les relations, mais ce qui se passait à l'intérieur, comment était votre âme. Qu'avez-vous ressenti en le tenant pour la première fois? Quelles peurs ont surgi? Quels espoirs aviez-vous? Revoir ce moment avec les yeux d'aujourd'hui vous montrera que sa naissance n'a pas seulement été le début de sa vie, mais le début d'une nouvelle version de vous. Étape 2. Lire les signaux invisibles. Dans les prochains jours, commencez à noter des schémas. Comment votre enfant réagit-il au silence? Comment fait-il face à la frustration? Quand il vous agace, quelle émotion cela déclenche-t-il en vous? Quelle partie de votre histoire vous oblige-t-il à affronter? Ces observations ne sont pas des jugements. Ce sont des portails, car tout comportement est une tentative de révéler quelque chose. Et quand vous commencez à écouter avec le cœur, les messages deviennent clairs. Étape 3. Dialoguez avec l'âme. Choisissez un moment calme, sans distraction. Écrivez une lettre à votre enfant. Pas une lettre ordinaire, mais une lettre de votre âme à son âme. Dites-lui ce que vous avez remarqué sur la mission qu'il porte. Demandez pardon si nécessaire. Remerciez si votre cœur vous le demande. Promettez quelque chose même si ce n'est que d'essayer de voir plus clairement. Vous n'avez pas besoin de donner cette lettre, mais vous devez l'écrire. Parce que lorsque vous mettez des mots sur ce que votre âme ressent, quelque chose change. Vous vous alignez, vous vous souvenez, vous vous reconnectez. Étape 4, changerez la façon d'éduquer. Maintenant que vous comprenez que votre enfant n'est pas un projet, ni une extension de vous, mais une âme avec sa propre mission, il est temps d'ajuster votre style de conduite. Commencez par faire de petits changements. Réduisez les pourquoi qui jugent et augmentez les comment tu te sens. Au lieu de corriger avec colère, demandez ce qui se cache derrière le comportement. Remplacez la punition par l'écoute. Au lieu de donner des conseils automatiques, pratiquez le silence ensemble. Ces échanges changent tout, car un enfant écouté devient un adulte entier et un parent conscient transforme non seulement le présent, mais les générations futures. Étape 5. Accueillir votre propre enfant intérieur. Rappelez-vous, vous aussi, vous avez été un enfant. Vous aussi avez eu un mois de naissance. Vous avez aussi porté des karmas, des peurs, des missions, et peut-être n'avez-vous jamais été vu comme une âme, seulement comme une fonction. Alors, avant d'exiger l'équilibre émotionnel de votre enfant, demandez-vous, est-ce que je me suis accueilli comme il fallait? Prenez le temps de retrouver votre enfant intérieur. Sortez de vieilles photos d'enfance. Souvenez-vous des moments où vous vouliez être écouté et où vous ne l'avez pas été. Et dites à haute voix, maintenant je suis l'octopone. Parce que lorsque vous prenez soin de l'enfant que vous étiez, vous devenez l'adulte dont votre enfant a vraiment besoin. Étape 6. Cultivez des rituels silencieux. Ne sous-estimez pas le pouvoir du petit, du quotidien, du simple. Créez un rituel avec votre enfant, un moment par semaine où vous pouvez être ensemble, sans écran, sans distraction.
Cela pourrait être de prendre le thé et de se parler en se regardant dans les yeux. Cela pourrait être un dessin ensemble ou simplement s'asseoir l'un à côté de l'autre en silence. Ces rituels sans racines génèrent des souvenirs émotionnels et enseignent sans mots que l'amour habite la présence. Étape 7, devenir un guide, pas un modeleur. S'il y a quelque chose que Jung nous enseigne, c'est que chaque être humain a un chemin unique vers l'individuation. En d'autres termes, un processus interne pour devenir qui vous êtes vraiment. Votre rôle de parent n'est pas de modeler, c'est de protéger le processus. C'est de suivre le fil, d'ajuster le cap si nécessaire et de célébrer l'authenticité qui naît là. Demandez-vous chaque jour, est-ce que j'essaye de le faire me ressembler ou est-ce que je l'aide à être lui-même? Cette question a le pouvoir d'éviter les répétitions et d'ouvrir des portes là où il n'y avait que des murs auparavant. Étape 8, pratiquer le pardon générationnel. Souvent, les comportements que nous avons en tant que parents ne sont pas nés en nous, ils ont été hérités, modélisés, appris. Vous répétez sans vous en rendre compte, vous réagissez avant de penser. Vous faites mal même quand vous voulez aimer. Pour cette raison, pratiquez le pardon ancestral. Écrivez sur une feuille de papier « Je libère ma mère et mon père des attentes que j'ai créées. J'embrasse leur douleur et je décide maintenant de faire les choses différemment. Pour moi, pour mon enfant, pour tous ceux qui viendront après. » Ce pardon n'absout pas les erreurs, mais il laisse de l'espace pour la guérison. Étape 9. Transformez votre maison en un temple. Cela ne sert à rien de parler d'âme si votre maison est bruyante, irrespectueuse et froide. Cela ne sert à rien de demander à votre enfant d'être conscient si l'environnement dans lequel il vit est déconnecté, agité et hostile. Organisez votre espace. Créez des zones calmes, respectez les temps de repos, réduisez le bruit, augmentez l'écoute. Le foyer est le premier miroir de l'âme. Et lorsque vous faites de votre maison un lieu sûr, votre enfant apprend dans son corps et dans son esprit qu'il a sa place dans le monde. Étape 10. Vivre avec intention. Chaque matin est une occasion de faire les choses différemment. Chaque geste est une graine. Chaque mot est une prière. N'attendez pas les grands moments pour aimer. Aimez en préparant le petit déjeuner, en vous mettant en mode dire « Revenez avec soin dans la façon dont vous vous excusez. » Soyez intentionnel et vous verrez que même les silences commenceront à guérir. Si tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent a touché quelque chose de profond, et si vous sentez que vous avez besoin d'une pratique constante, légère et transformatrice pour appliquer les enseignements de Jung à votre routine, alors il est peut-être temps de franchir la prochaine étape, la méthode Lutte de Jung. 5 minutes par jour pour la paix intérieure et la clarté mentale. Un guide essentiel pour tous ceux qui veulent cultiver la présence, la connaissance de soi et la transformation même au milieu de l'agitation de la vie quotidienne. Il a été conçu pour vous accompagner de manière pratique, aimante et profonde. Et il pourrait être le chaînon manquant entre ce que vous ressentez et ce que vous vivez. Le lien pour y accéder se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Cliquez et permettez-vous de vivre ce voyage avec conscience et amour. Et si ce contenu vous a vraiment parlé, je vous demande, abonnez-vous à la chaîne Plénitude en Réflexion. Aimez la vidéo pour que ce message puisse atteindre d'autres âmes et partagez dans les commentaires l'expérience qui vous a le plus touché ou si vous préférez, écrivez anonymement ce que vous avez envie de partager. Vous n'êtes pas seul. Ce voyage se fait en réseau et parfois la guérison commence lorsque quelqu'un trouve enfin le courage de dire « Moi aussi je l'ai ressenti ».